Bonjour Ulysse Msatwa, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Vous avez 29 ans et candidat à l'élection municipale de Levallois cette année en 2020. Vous êtes le président de Levallois d'Avenir, mouvement que vous avez fondé il y a un peu plus de 2 ans. Quel était l'objectif au moment de sa création? Quels étaient les enjeux? Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit je vais créer un mouvement? En fait, on partait d'un constat, on arrivait à la fin d'une vision de Levallois et qu'il fallait maintenant se remettre au travail pour en écrire une nouvelle. Donc ça passait par comprendre ce qui avait fonctionné pour pouvoir le préserver, mais aussi être à l'écoute des Levalloisiens pour voir un petit peu quelles sont leurs nouvelles attentes, être à l'écoute de leurs nouveaux besoins pour pouvoir garder cette qualité de vie, cette réactivité qui a toujours fait la force de Levallois. Et donc on a créé le Levallois d'Avenir, c'est un rassemblement de personnes qui sont attachées à leur ville, complémentaires par leurs compétences, complémentaires par leur façon de vivre le Levallois, et qui se sont unis, qui ont travaillé pendant 2 ans et demi. Ils viennent de la droite, ils viennent de la gauche. L'enjeu n'est pas là. C'est l'amour qu'on porte à Levallois qui vraiment nous a réunis, nous a donné envie de travailler ensemble. Et aujourd'hui, on est très fiers d'arriver avec un projet complet, précis, qui est vraiment un contrat d'engagement qu'on veut passer avec les Levalloisiens le 28 juin. Et c'est ce qui fait notre force, c'est vraiment ça, cette équipe, cette complémentarité. Moi, je suis un enfant de Levallois, je le répète beaucoup parce que je suis fier et je revendique aussi ce cœur, cette âme de Levallois et je veux absolument le préserver. Et pour le préserver, il faut être capable de l'adapter. Une ville, c'est trivial, mais une ville, ça vit. Les besoins des habitants évoluent. Il ne faut pas être dans la surproposition, mais plutôt dans la surécoute. Et c'est ce maire-là que je veux être. Le 15 mars dernier, lors du premier tour de ces élections municipales, vous êtes arrivé quatrième avec 14,24% des voix, derrière Agnès Potier-Dumas, Arnaud de Courson et Maud Bréjon. Est-ce que ce score vous a satisfait ou alors est-ce que la déception était de mise de terminer entre guillemets seulement quatrième? C'était une grande surprise pour tout le monde. Nous avons réalisé la surprise du premier tour. Il y avait une liste d'union de la gauche, une liste d'union de la droite, une liste de l'opposant historique, une liste de la République en marche. Pouvoir arriver à ce score qui est quand même quasiment équivalent au résultat du parti présidentiel, ça montre une chose, c'est que maintenant, les logiques traditionnelles ne prévalent plus automatiquement. Que le programme compte, que la personnalité compte, que l'ancrage local compte. On est une anomalie politique. Et beaucoup de personnes n'ont pas voté pour nous au premier, pensant que nous n'arriverions pas au second tour. Et pourtant, on y est. Et aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de plaisir et je remercie tous les Levalloisiens qui nous ont remerciés de s'être maintenus et qui n'ont pas voté pour nous au premier, qui comptent voter pour nous au second. Et ça vient dans tous les camps, que ce soit du côté de ceux qui sont encore présents au second tour, mais aussi des personnes qui ont soutenu des candidats qui ne se sont pas qualifiés. C'est ça la force. On a créé la surprise au premier tour et on va la créer au second. Donc vous y croyez toujours à cette remontada? Remontada, oui, mais c'est surtout une nouvelle élection. Ça fait 3 mois se sont écoulés entre le premier et le second. On a pu voir, on a vu certains se révéler, d'autres disparaître un peu. Et aujourd'hui, je pense que les Levalloisiens ont maturé, réfléchi pendant 3 ans sur cette notion de nouveauté, de changement, de ce nouveau souffle qu'on devait donner à notre ville. Et ils sont nombreux aujourd'hui à se dire que maintenant, c'est l'heure d'avoir du changement. Mais du changement qui soit aussi solidement enraciné dans ce qu'est Levallois. Et c'est ce qui... Voilà, on ne peut pas vouloir faire de Levallois la ville modèle du XXIe siècle si on n'est pas attaché à ce qu'elle a été et à la qualité de vie qu'elle a permis de donner à tous les gens qui nous entourent. À la différence de certains candidats, comme Maud Bréjon et Arnaud de Courson qui ont fait une alliance, vous n'en avez pas fait. Vous avez catégoriquement refusé une alliance avec un autre candidat. Pourquoi? Est-ce que d'autres candidats vous avez pourtant approché? J'ai discuté avec tous les candidats, sauf que pour pouvoir se rassembler, on le fait si on partage des valeurs et un projet commun. Et ce n'était pas le cas. J'ai souhaité offrir aussi de la clarté. Moi, le rassemblement, j'ai essayé de le construire et je l'ai construit à partir de mai 2018, en proposant à toutes les forces politiques de se rassembler derrière un projet commun. Je n'allais pas le faire dans un couloir entre deux tours. Il faut assumer son rassemblement et ensuite, une fois qu'on a un projet, une équipe, une vision, il faut aller au bout. Au bout, parce que c'est ce que demandent les gens. Ils veulent de la clarté, ils veulent de l'honnêteté et ils veulent
que les personnes qui croient en leurs idées gardent leur cap, et c'est ce que nous avons fait. Et je pense que ça nous sera bénéfique le 28 juin. Quand on vous entend parler, on sent un homme ambitieux qui veut rénover le Valois tout en gardant un certain travail qui a été fait, bien fait. Depuis quand est-ce que vous rêviez de devenir maire? Est-ce que le jeune Liès à l'école Anatole France, par exemple, rêvait déjà un jour de faire la politique? Non, la politique, c'est arrivé très tard. Moi, ce que je rêvais de ma ville, et je l'aimais tout simplement, mais comme on aime son environnement, comme on aime son quartier, et ce que je veux pour elle, c'est le meilleur. Si j'ai de l'ambition, c'est celle d'être utile. C'est de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, de pouvoir continuer ce Levallois qu'on aime. Et non, j'en rêvais pas, je suis arrivé tardivement à la politique. C'était pas, je suis arrivé en 2014, c'était pas forcément quelque chose que je côtoyais dans ma famille, dans mon entourage. Je suis surtout moi, un sportif de haut niveau initialement. Mais paradoxalement, c'est ce qui m'a emmené vers la politique. Parce que j'avais mon club à Levallois, c'était une micro-société, on avait des objectifs collectifs, pour moi c'est l'intérêt général, on avait des objectifs individuels, c'est l'émancipation, et ensemble, même si on ne s'aimait pas tous, on tirait dans le même sens, et ça pour moi ça s'appelle la fraternité. Et ce qu'on a réussi à créer au Levallois Sporting Club Tennis de Table, je voulais le reproduire à plus grande échelle parce que je suis convaincu que c'est ce qui se permet à chacun de devenir ce qu'il a envie d'être et de donner le meilleur de soi-même. Vous aimez le rappeler, vous l'avez encore redit, vous êtes un Levalloisien de naissance, vous avez passé toute votre vie, toute votre scolarité à Levallois, de la petite enfance en passant par la primaire, le collège et le lycée. Figurez-vous qu'on a un point commun. On est tous les deux passés par l'école Anatole France. On est d'accord, de toutes les écoles primaires, c'est la meilleure. C'est la meilleure, c'est la plus belle. Elle a ce charme de l'ancien et de l'histoire. J'aime beaucoup. Le lycée, quel type d'élève étiez-vous? Est-ce que vous étiez un élève brillant, qui s'est réveillé tard? Vous avez eu... J'avais des bonnes notes. Mais c'est vrai que j'étais plus intéressé par le sport, la compétition, le ping-pong pendant mes années d'étudiant, de lycée, ce qui faisait que j'étais assez pris. Je faisais pas beaucoup la fête finalement, j'étais un peu chiant. Mais j'avais une vie un peu ascétique. On rentrait, je m'entraînais 20 heures par semaine sur les 5 premiers jours de la semaine. Ensuite, derrière, on partait en compétition dans les 4 coins du monde ou de la France aussi. Et donc, on rentrait le dimanche soir, il était 22 heures, il fallait faire ses devoirs jusqu'à 2 heures pour se réveiller à 7 heures du matin. C'était une routine un peu sacrificielle, mais c'est quelque chose qui m'a formé et qui, je pense, marquera jusqu'à mon comportement, ce que je suis jusqu'à la fin de ma vie. Et non, c'est vrai que la compétition, ça a toujours été quelque chose qui m'a transcendé, non pas pour battre les autres, mais pour devenir le meilleur qu'on était la veille. Et j'étais beaucoup plus assidu à l'école, justement, à Anatole France. On avait toujours un peu de sport, on faisait le foot. D'ailleurs, je me souviens, je jouais avec un ami de classe qui est maintenant devenu un grand sportif du ballon, non pas rond, mais ovale, qui s'appelait Jules Pisson, et avec qui on faisait ses foot à Anatole France. Et c'est des souvenirs qui me reviennent quand je pense à Anatole France d'un coup. Le tennis de table, c'est ce qui vous a forgé? Vraiment, c'est des hommes et des femmes qui m'ont entouré aussi. Parce qu'on n'évolue pas tout seul. On a besoin d'avoir des mentors, des gens qui sont là, qui vous écoutent, qui vous accompagnent, qui vous poussent à donner le meilleur de vous-même et qui aussi sont jamais là à vous mettre des limites. J'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs, quand on leur disait qu'on a envie de devenir champion olympique, ils disaient pas non. Ils fixaient des étapes. Ils disaient voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Oui. Alors vas-y, prouve-le et engage-toi. On n'est personne pour fixer des limites aux gens. Et ça, c'est des vraies leçons de vie que je garde à l'esprit tous les jours, au quotidien, quand je me réveille, quand je fais un travail, quand je m'engage en politique ou ailleurs. Ça, je le garde à l'esprit, oui. Et oui, ça m'a formé. Vous avez été 4 fois champion de France. Ouais, par équipe. Vous souhaitez la même réussite aux élections? Ouais, par équipe. Et comme en ping-pong, la politique, c'est un sport d'équipe. Je répète souvent qu'un homme politique, il a d'expérience de vie que son expérience propre, alors qu'il doit légiférer, organiser la vie à Levallois de 65 000 habitants. Il faut donc se nourrir des différentes visions qui existent à Levallois, des façons de vivre cette ville-là. Et c'est pour ça que je considère que la politique, c'est un sport d'équipe. Et je suis très fier d'avoir constitué celle de Levallois d'avenir
entièrement dévouée, qui a sacrifié du temps libre pendant 2 ans et demi, c'est pas rien, et qui aujourd'hui est prête à relever les nouveaux défis pour le Valois, prête à rester fidèle à l'âme de cette ville, prête à apporter le meilleur aux habitants. Si vous n'étiez pas élu dimanche 28 juin, quels sont vos plans? Est-ce qu'on pourrait par exemple vous retrouver en 2026 comme candidat à nouveau? Moi je passe pas les étapes, mais ce que je peux vous répondre, parce que nous on a toujours proposé, on a fait confiance, on fera confiance aux Valoisiens pour le 28 juin. Ce que je sais, c'est que je serai au conseil municipal quoi qu'il arrive, et je serai là pour défendre l'intérêt des Levalloisiens. Mais je veux qu'on arrête de penser que la politique, donc l'implication dans la vie de la cité, est que liée à une position institutionnelle. Avec le Valois d'avenir, on a réussi à porter des sujets sans être ni dans la majorité ni dans l'opposition en ce moment. Et on a réussi à porter la question de la cantine scolaire, la question du marché Barbus, la question des mobilités. Voilà, c'est en s'engageant, en enclenchant les bons leviers qu'on fait de la politique, en s'organisant, en trouvant les bonnes idées, en mobilisant les gens, en faisant pas du lobbying, mais en montrant que ce sont les meilleures solutions pour le Valois. Quelles sont les meilleures solutions pour le Valois? On peut faire de la politique partout. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, je pense vraiment qu'on va être en capacité de gagner le 28 juin. Et que si l'aventure, même si ça se dit pas quand on fait de la politique, mais il faut toujours envisager les deux options, et ben je serai là, dans l'opposition, à travailler, à défendre l'intérêt des Levalloisiens et à continuer à me battre pour les idées et les projets que nous avons portés depuis des années. Mais je vais vous le dire, vraiment, il y a quelque chose qui se passe en ce moment, on peut le faire, et j'ai hâte d'avoir le score. J'ai hâte d'avoir la voix des Levalloisiens exprimée collectivement. Si vous n'étiez pas élu dimanche et que le maire désigné par les Levalloisiens, vous souhaitez faire appel à vous en vous proposant un poste, par exemple président du LSC. Ouais. Est-ce que vous seriez prêt à accepter ce job? Non, parce que pour moi, ça c'est une grande rumeur qui a été diffusée par mes adversaires, qui expliquait, c'était même pas président du LSC, une rumeur qui me disait que j'avais vocation à devenir directeur du LSC. Donc c'était... moi je dis souvent, ça fait pas 2 ans et demi que je travaille 7 jours sur 7, que j'engage des centaines de personnes jour et nuit à travailler pour un projet pour le Valois, et pour avoir seulement un poste, enfin, chez une gens, j'aurais plutôt mieux fait d'envoyer un CV, c'est plus rapide, c'est plus simple. Non, moi ce que je fais, c'est que je défends un collectif, je défends une vision de Levallois, et je reste soudé avec mon équipe. Et donc ça c'est de la rumeur, et je laisse ça de côté, c'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur et c'est même pas cohérent, donc c'est vraiment des fausses rumeurs qui sont un peu grosses, quoi. C'est trop gros pour être réel et crédible. Donc je m'en amuse même si c'est pas vraiment très drôle, parce que je le dis, je le répète, ce qui se joue le 28 juin, c'est le quotidien pour les 6 prochaines années de tous les Levalloisiens. Ça mérite qu'on se focalise sur le projet, ça mérite qu'on se focalise sur la vision qu'on peut avoir de la ville à 20, 30 ans. Et laissons ces rumeurs qui polluent un peu la campagne. Parce que parfois, moi je vais vous dire, j'ai vu ce qui se passait sur les réseaux sociaux, et j'ai eu honte du spectacle politique qui était offert. C'est pas à la hauteur, c'est pas à la hauteur. Il faut un peu reprendre le dessus avec le projet, avec du fond. C'est ça que les Levalloisiens attendent, je pense. Justement, du fond, si vous êtes élu, justement, quelle serait votre première mesure forte? La première mesure forte, c'est dur parce qu'on en a vraiment beaucoup. Une des mesures fortes qui, je pense, marquera le renouvellement des pratiques politiques, c'est que j'acterai la diminution de mon indemnité de maire de 50% pour la reverser sous forme d'indemnité aux élus de l'opposition. Parce que ça ne changera rien au portefeuille des Levalloisiens. En revanche, ça marquera une vision de la démocratie. Moi, je suis convaincu que en politique, la politique et la démocratie, elle n'est pas là pour dire qui a le tort, qui a raison. Elle est là juste pour donner une légitimité à une majorité de pouvoir prendre des décisions. Et pour être plus efficace, il faut que le dialogue entre la majorité et l'opposition soit fort, soit concret et soit réel. Parce que je suis sûr que c'est comme ça qu'on est le plus efficace
dans les propositions et les solutions qu'on offre. Et ce que je veux, c'est pas un débat de posture entre la majorité et l'opposition, je veux un débat d'idées. Et donc, il me semble normal de donner plus de moyens à l'opposition, et que ce soit le maire qui en porte la responsabilité, afin que derrière, on ait une démocratie à la fois apaisée, mais beaucoup plus efficace dans l'intérêt des habitants. Vous étiez en 2017 candidat aux élections législatives. Vous n'avez pas été élu. Et j'ai noté une phrase que vous aviez déclarée aux Parisiens. Vous étiez déjà en compétition avec Arnaud de Courson. Et vous avez déclaré, je cite, « Quant aux deux candidats de droite, ils jouent une municipalité à Levallois, entre l'un qui est passé par toutes les étiquettes tout en se faisant passer pour un indépendant, et l'autre qui a été désigné par Patrick Balkany. » On comprend que le premier dont vous parlez, c'est Arnaud de Courson, passé par toutes les étiquettes. Aujourd'hui, quand on voit votre mouvement, le Valois d'Avenir, qui rassemble à la fois des gens de gauche, de droite, je précise qu'en 2017, vous aviez l'étiquette PS, vous l'avez justement abandonné pour faire corps avec tous les gens qui souhaitaient vous soutenir. Est-ce que justement, vous n'avez pas fait la même chose que vous critiquiez concernant Arnaud de Courson? Non, parce que déjà, j'ai rien abandonné. En politique, c'est un cheminement intellectuel, personnel, et j'ai évolué politiquement. C'était pas un abandon, c'est une évolution. Et aujourd'hui, je suis très fier de représenter le mouvement radical, moi, et d'en être un des membres, parce que je pense que, partons un peu dans le national, c'est qu'on est dans un moment un peu trouble politiquement. Et dans ce moment un peu trouble, moi j'ai deux boussoles, c'est la République et l'écologie. Et c'est ce qu'on a mis en place comme valeur fondamentale dans le projet de Levallois d'Avenir. Après, à Levallois d'Avenir, il y a des gens de la droite, il y a des gens de la gauche, mais c'est surtout un engagement de projet. Et on n'est jamais parti, nous, contrairement à ce qui s'est passé, à mon avis, en 2017, dans une course aux étiquettes. Moi, je le vais dans un sens. Quand certains de mes adversaires peuvent passer du centre, de la droite LR, revenir au centre et après dire qu'ils sont indépendants et avoir eu toutes les étiquettes durant les 25 dernières années. Pensez à Arnaud de Courson je pense à... Il y a ce cas-là, il y en a un autre. Mais c'est une vision, une façon de faire de la politique. On peut évoluer en politique. En revanche, il faut garder des valeurs et des principes clairs. Et moi, mes valeurs, c'est la République. Ma boussole, c'est la République, l'écologie et la justice sociale que je rajoute quand même, et qui est un des, des marqueurs du mouvement radical. Et moi je suis très fier d'avoir des gens qui pensent différemment au national, mais qui sont capables de s'entendre sur l'autel de l'essentiel, c'est Levallois, l'intérêt de Levallois, de réfléchir, aller vraiment dans une logique de pragmatisme. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec Levallois d'Avenir, et j'en suis vraiment très fier. Revenons aux maires. Aujourd'hui, la moyenne d'âge des maires de France est de 62 ans. Vous en avez moins de la moitié. Est-ce que c'est un challenge? Ma question est plutôt, est-ce qu'aujourd'hui, être un maire jeune, si vous étiez élu, c'est une force par rapport à un nouveau mouvement? Est-ce que c'est une force ou une faiblesse? Moi, je la considère comme une force. On peut la considérer comme une faiblesse, mais après tout, je pense que c'est pas la question. La vraie question, c'est la complémentarité de l'équipe. Je veux pas faire de jeunisme. Moi, je suis très fier d'avoir une équipe municipale sur ma liste qui a une moyenne d'âge de 47 ans, qui est la moyenne d'âge de Levallois. Il faut avoir dans son équipe municipale tous les âges, toutes les professions, je le répète, parce que c'est comme ça qu'on est au plus proche des préoccupations des Levalloisiens. Moi, ce que j'apporte, c'est mon dynamisme, mon enthousiasme, mais aussi la vision que je veux avoir. Quand on est jeune, on a plus de facilité à avoir sur 30 ans. C'est ça que je veux apporter. Après, je sais que l'ancien maire de Levallois, Patrick Balkany, il a été lui aussi à la trentaine. C'est pas quelque chose de non plus. Je pense que Levallois aime la jeunesse. Aime la jeunesse, a toujours été une ville dynamique, et quand elle s'essouffle un peu, elle a besoin d'avoir une nouvelle jeunesse, une nouvelle génération qui embarque et qui porte Levallois et qui lui permet de reprendre les devants. Et c'est ça que j'incarne, et c'est pour ça que je considère que c'est une force. Arnaud de Courson ne fait plus partie de cette jeune génération? Oh, je critiquerai pas l'âge, faut pas non plus tomber là-dedans. Moi, je pense juste que quand on est là depuis longtemps dans une même réflexion, dans une opposition permanente,
on n'est peut-être pas à même de voir certaines choses. Mais c'est pas une question d'âge. On peut avoir 70 ans et être juste jeune depuis plus longtemps, mais toujours jeune. Et le vrai sujet, c'est l'adéquation et la capacité à être à la fois réactif et à la fois comprendre son temps, comprendre les nouveaux enjeux et être prêt à donner son énergie pour pouvoir y répondre. Selon vous, quelle est la définition d'un maire? Quelle qualité doit avoir un maire? Qu'est-ce qu'un maire? Qu'est-ce qu'un bon maire? Un bon maire, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de tout le monde, respectueux de tout le monde, qui est prêt à répondre à chaque besoin infime de tous les habitants. C'est ça pour moi. Un maire, ça doit être à l'écoute, c'est la qualité première d'un maire. Parce que quand on est à l'écoute, eh bien on est proche, c'est de la proximité, on est proche des gens, on est capable de répondre, on est capable de les rassurer, on est capable de les aider dans les moments difficiles, mais on est aussi capable de leur ouvrir des chemins et leur donner des belles perspectives. En tant que maire, moi ce que je veux, c'est que les gens aient un bon cadre de vie, qu'ils soient en sécurité, que les enfants mangent bien à la cantine. En fait, leur garantir tout l'essentiel et encore plus pour que derrière ils puissent avoir dans leur esprit, ils soient tranquilles dans leur tête et qu'ils puissent se développer, s'émanciper et avancer. Faisons-en un peu plus à votre programme après s'être intéressé à vous. Concernant la sécurité, qui est à mes yeux un des points les plus importants de Levallois, vous proposez l'ajout de 20 postes de policiers municipaux et d'ASVP supplémentaires pour privilégier, je vous cite, la proximité et la prévention. Quand aujourd'hui on connaît la difficulté de recruter des policiers municipaux, surtout à Levallois, comment est-ce que vous comptez vous y prendre? La difficulté, c'est souvent l'argument qui a été opposé par la majorité précédente pour un peu justifier cet échec. Moi, je considère qu'avant, il y a 10 ans, on avait 80 policiers municipaux, maintenant on en a 56 pour être très précis. Le vrai problème, c'est que on a toujours eu une ville apaisée à Levallois, mais que progressivement, il y a une transformation de certaines incivilités et qu'il faut être capable d'y répondre. Non pas tout de suite par la tension, la répression, mais surtout par le dialogue. Et moi, je pense qu'il faut avoir de la proximité. Parce que plus on a de policiers municipaux, plus ils sont sur le terrain, plus ils sont dans le dialogue, et plus aussi une notion d'autorité et de respect se remet en place. Après, l'effectif, ce n'est pas tout. On a des outils, on se targue, et à raison, d'avoir un réseau de caméras de vidéosurveillance assez conséquent. Moi, mon problème, c'est quand un Levalloisien il s'est agressé, il va au commissariat, on ne lui propose pas tout de suite l'usage de la vidéosurveillance. Et comme on garde les images que 15 jours, alors que la loi nous autorise à les garder 30, eh bien, quand la personne, après le choc, demande l'accès à ces vidéosurveillances, eh ben, elle ne l'a pas. Et ben, moi, ce que je propose, c'est qu'on allonge la durée de conservation des images de 15 à 30 jours, qui est le maximum légal. Allons au maximum. Nous avons des caméras, il faut les utiliser au maximum. Après, les incivilités et la question de la sécurité à Levallois est assez particulière parce qu'on a parfois des poches d'incivilité qui sont localisées dans des endroits, dans plusieurs endroits, mais qui sont aussi localisées dans le temps. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, il y avait pas mal de problématiques au Victor Hugo, au croisement Victor Hugo-Alsace. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 2 semaines, on a mis un camion de police qui est resté sur place. Et ben, je peux vous dire que les choses se sont apaisées. Et moi, c'est pour ça que, fort de cette expérience et de ce souvenir-là, je veux qu'on mette en place et qu'on crée un poste de police mobile. Et j'ai pas inventé l'eau chaude là-dessus. Hein. À Clichy, ils l'ont fait actuellement, et c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut quand même reproduire et regarder un peu ce qui se fait aussi autour et s'inspirer des bonnes idées. Vos concurrents proposaient pour Agnès Potier-Dumas, pour Arnaud de Courson, un poste fixe dans le quartier Sceaux-Ouest. Il disait que ce quartier-là, c'était le quartier qui concentrait la majorité des problèmes. Vous parlez-vous de ne pas stigmatiser le quartier Sceaux-Ouest, Alsace? Pourtant, c'est bien là qu'ils sont la majorité des problèmes. Eh ben non, je suis pas d'accord. Il y a des problèmes là-bas, il faut y répondre. Mais allez dire aux personnes qui vivent à la place Georges Pompidou, qui ont du bruit, de l'incivilité, qu'il n'y a pas de problème chez eux, alors qu'ils en peuvent plus parfois, pour certains, le soir. Non, moi, je suis convaincu qu'à Levallois, la sécurité est une problématique qui est
qui n'est pas localisé uniquement dans un quartier. Je pars du principe que tous les Levalloisiens, dans tout le Valois, ont le droit au même niveau de sécurité et au même cadre de vie apaisé. Et ça, j'en en ferai ça sera une de mes priorités. On en vient bientôt aux finances. Vous proposez de réaliser un audit externe des finances de la ville dont les résultats seraient publiés pour plus de transparence. Pourquoi la création d'un audit? J'ai reçu mardi matin Agnès Coutier-Dumas qui me disait qu'aujourd'hui, on a déjà des avis extrêmement pointus de deux organismes, la Chambre régionale des comptes et l'agence de notation privée Fitch. Pourquoi cet audit? L'intérêt, c'est que la Chambre régionale des comptes ne rentre pas dans toutes les associations paramunicipales qui sont subventionnées parfois à 100% par la municipalité. Faire un audit externe, c'est s'assurer de l'indépendance et le publier garantit la transparence. Il faut rétablir cette confiance avec les citoyens. Et c'est fondamental de recommencer un nouveau mandat sur des bases saines, en sachant ce qui était, en se connaissant les problèmes, en les exposant et en les montrant aux Levalloisiens. C'est aussi ça la démocratie, c'est aussi ça le renouvellement des pratiques, et oui, c'est fondamental. On ne peut pas se cacher derrière uniquement le rapport de la Chambre régionale des comptes, le dernier date de 2016, il n'est pas complet dans le sens où il ne va pas voir toutes les associations paramunicipales, donc là il faut être complet, indépendant et transparent, et je pense que sur ce sujet, c'est vraiment la garantie d'une nouvelle confiance et d'un contrat de confiance renouvelé avec les Levalloisiens. Et quant à l'agence de notation Fitch, L'agence de notation Fitch, oui, elle a dégradé notre note plusieurs fois, elle la remonte un petit peu de temps en temps, mais elle est là pour juger notre dette, elle n'est pas là pour juger nos pratiques et savoir où il peut y avoir un sujet. Moi, je le dis très régulièrement sur les finances locales, la dette n'est pas un problème en soi. Elle était à 320 millions, là, sur le dernier budget, elle est redescendue à 300 millions, mais on a 1,4 milliard d'actifs qui nous protègent. Le sujet, c'est pourquoi en 2004 et 2014, on a emprunté à 4%, alors que les autres villes de même strate empruntaient à 0,7%. Je veux renégocier ces taux-là, les étaler, pour pouvoir développer des marges de manœuvre financières qui nous permettent de garantir la continuité des services et aussi leur amélioration. vous avez donc le même point de vue qu'Arnaud de Courson, renégocier les taux d'emprunt, les taux d'intérêt. Il me semble, en faisant des recherches, que ces taux avaient déjà été renégociés en 2018. Est-ce qu'il s'agit de refaire le travail déjà fait? Non, pas du tout. En fait, il y a des choses qui n'ont pas été faites. En 2004 et en 2014, à ce moment-là, on a fait ce qu'on appelle des émissions d'emprunts obligataires. Et ceux-là n'ont jamais été renégociés. Et on continue actuellement à les payer à 4%, quand à l'époque, parce qu'il faut toujours se placer à même date, les autres villes, je le répète, empruntaient à 0,7. Là est le problème. On en revient à l'éducation, on parlait tout à l'heure des écoles et notamment de votre cher et tendre école à Anatole France. Vous êtes le seul à proposer la création d'une cantine locale. Vous en gardez un si mauvais souvenir de vos midis à Anatole France? Ah non, moi à l'époque on mangeait bien à Anatole France. Et puis surtout on était dans des bacs en inox. Aujourd'hui, dans les cantines, le problème du contenu est un sujet, mais le problème du contenant aussi. Je veux créer une cantine 100% locale, c'est-à-dire avec des repas préparés sur place en liaison chose, mais aussi en lien avec les villes aux alentours, pour mutualiser les coûts et garder une grille tarifaire, à la grille tarifaire actuelle, qui est comprise entre 0,77 centimes pour les repas les plus bas jusqu'à 6,50 €. Cette grille, elle est juste, elle évite les effets de seuil et elle est juste et je veux la conserver avec ma nouvelle cantine locale. Donc 100% des repas faits sur place, 75% des aliments et des produits qui proviennent des circuits courts, en travaillant en partenariat avec des agriculteurs de l'Oise, des Yvelines, mais aussi de Normandie par exemple. Il faut valoriser le contenu et améliorer ce que mangent les enfants. Mais il faut aussi faire attention au contenant. Et à Levallois, pour le moment, dans notre marché public, le contenant est problématique puisqu'il s'agit de plastique. Du plastique qu'on réchauffe dans les fours à 100 degrés alors qu'il faut les chauffer à 60. Ce qui fait qu'il y a des particules de plastique qui vont dans les aliments des enfants et ça entraîne ensuite, c'est souvent des perturbateurs endocriniens et ça met en danger la santé des enfants et leur bien-être futur. Une ville comme Levallois, elle ne peut pas se permettre ce genre de choses. Moi je veux que les enfants levallois mangent sainement et soient contents aussi de ce
qu'ils mangent. Refaire que les repas redeviennent des moments privilégiés. Il faut éduquer les enfants au palais, au goût. Il faut les éduquer aux bonnes choses et il faut protéger leur santé. On en vient à l'environnement, aussi un point important de votre programme. Vous avez notamment été soutenu par Frédéric Léger. Vous proposez la création de 1000 places de parking supplémentaires en sous-sol. J'ai rencontré à ce propos beaucoup de Levalloisiens qui m'ont dit qu'ils souhaitaient que comment dire, les pistes cyclables qui sont actuellement temporaires deviennent pérennes. Est-ce que ça fait partie de vos souhaits de réduire considérablement la place de la voiture pour faire place à des moyens de déplacement type vélo, piéton? C'est important pour vous ce côté naturel de la ville? Le vrai sujet, c'est que les gens se sentent bien dans la ville, que ça soit les piétons, en voiture et en vélo. Et il faut partager l'espace public. Moi, ce que je veux faire sur l'environnement, c'est avoir une solution globale et chronologiquement ordonnée. C'est que d'abord, ce qu'il faut faire avec la création de parking, c'est récupérer de l'espace en surface. Donc créer 1000 places de parking supplémentaires dans les zones où les habitations datent d'avant 83 et qui ne disposent pas de parking privé. C'est aussi, ensuite, c'est adapter la politique tarifaire de stationnement de Levapark dans les parkings qui sont vides. Je pense à Ernest-Cognac sur le front de Seine, parfois aussi à Alsace, pour justement l'adapter aux nouveaux usages de la voiture. Il y a des personnes qui utilisent leur voiture que 4 fois le mois. Donc au lieu que l'abonnement soit à 125, je veux faire un tarif qui soit plutôt à 80 € pour pouvoir désengorger l'espace en surface. Donc une fois qu'on a réussi à désengorger l'espace en surface, avec les véhicules stationnés, il faut aller travailler maintenant sur les flux. Les flux, d'abord, c'est permettre à chacun de se déplacer le plus agréablement possible. Il n'y a que 23% des Levalloisiens qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Le vrai sujet, ce sont les personnes qui viennent d'Asnières, Gennevilliers, Courbevoie et qui traversent Levallois pour aller à Paris. Parce que les Levalloisiens prennent souvent les transports en commun. Cela, pour avoir discuté avec des représentants de la BNP, qui est quand même le plus gros pourvoyeur d'emploi à Levallois, à savoir 2000 salariés, quand on discute avec ces salariés-là, ils nous disent, nous on veut bien avoir utilisé le vélo. Le problème, c'est qu'on veut des espaces sécurisés et dédiés. Alors une fois qu'on a mis en place ces pistes cyclables, là, on va pouvoir drastiquement diminuer le flux routier. Et à partir de ce moment-là, les personnes qui ont besoin de prendre la voiture, ils ne seront pas dans les bouchons. Les personnes qui peuvent prendre le vélo, ils auront des espaces dédiés. Et les piétons bénéficieront d'un environnement moins bruyant, moins pollué. Et à partir de ce moment-là, on peut réfléchir encore plus loin sur la piétonisation, la végétalisation. Donc récupérer l'espace en surface en jouant sur le stationnement en sous-sol. 2, diminuer le flux routier en offrant de nouvelles possibilités de déplacement. Et 3, travailler sur la végétalisation et la piétonisation pour rendre la ville aux piétons. En parlant d'environnement bruyant, les quais de Seine ont souvent été critiqués par les habitants pour être un lieu où les jeunes font la fête jusqu'à des heures très tardives, en salissant les lieux. Certains de vos concurrents avaient proposé une fermeture des quais de Seine, par exemple à 10h ou minuit. Agnès Potier-Dumas y était contre, Arnaud de Courson pour. Quel est votre avis là-dessus et qu'est-ce que vous pouvez proposer à ces Levalloisiens sur les quais de Seine? Tout simplement, je pense que quand on laisse un lieu sans réel aménagement, on entraîne forcément quelques problématiques. Je pense qu'il faut arrêter d'être binaire ou fermer ou ouvrir. Il faut plutôt accompagner. On a un espace formidable, il faut aménager ces quais de Seine. Si on les aménage avec des guinguettes, avec une réflexion réelle sur l'attractivité de ce territoire-là, et à partir de ce moment-là, on pourra aussi le contrôler et rendre les choses agréables et respectueuses pour tout le monde. Donc je pense qu'il faut aménager ce quai-là avec davantage d'activités, peut-être réfléchir à l'installation de nouveaux restaurants, pour pouvoir ensuite derrière mieux contrôler. Il ne faut pas laisser une zone comme ça, libre, sans activité. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe là-bas. Par exemple des policiers qui pourraient passer pour faire des rondes. Ça c'est une évidence, c'est la politique de la réactivité. Quand je parlais de sécurité tout à l'heure, je suis convaincu que c'est ça. Il faut aller là où il y a des problématiques. Et il faut être mobile, il faut être présent, il faut discuter, dialoguer. Quand on voit un policier, quand on le voit, on se dit, voilà, on est rassuré d'un. Et de deux, on dit, voilà,
Soyons respectueux des lieux. Après, quand on parle de pollution, moi j'ai une politique très simple, et je le mets pour les mégots, que ça soit pour les mégots, pour les déjections canines. Je pense qu'il faut arriver avec une méthode très claire. D'abord, c'est mise à disposition de moyens, prévention et sanction. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Faut pas avoir peur de le dire. Parce que pour les mégots ou pour les déchets qui sont laissés au sol, la mise à disposition de moyens, c'est de mettre plus de cendriers, plus de poubelles ou plus de sacs pour ramasser les déjections canines. La prévention, c'est laisser un temps de latence de 2 mois pour que les gens se réapproprient et comprennent exactement quelles règles ils doivent bien respecter dans la rue. Et ensuite, une amende de 68 € si vous ne respectez pas. Parce que la sanction aussi, je pense que dans notre société, elle est importante, elle garantit nos libertés et elle garantit aussi une forme de cohésion. Quand on ne respecte pas les règles, il faut à un moment donné sanctionner. Sinon, c'est l'anarchie. Donc finalement, pour lutter contre les incivilités, il faut de la prévention et de la répression, c'est un mixte. Exactement, un équilibre. Et toujours le faire. La sanction, il ne faut pas la voir avec émotion. Il faut dire, voilà, vous avez dépassé une règle, et bien assumer les conséquences sans regarder la personne comme un renégat ou un affreux bandit, c'est pas le sujet. La sanction, elle est là pour conserver notre cohésion. On en vient, Yasmine Satfa, à la dernière partie de cette interview, qui vise une interview décalée, qui vise à mieux vous connaître, votre personnalité, notamment avec le jeu des 3. Je vous pose une question et vous répondez par 3 éléments de réponse. D'accord. Faut aller très vite? Pas forcément, vous pouvez prendre votre temps. D'accord. Si vous deviez me donner vos 3 qualités les plus importantes selon vous. Pugnace, passionné et joyeux. Comme mon prénom, hein. La liesse, c'est la joie au masculin. Plus dur, 3 de vos défauts. Impatient réellement, en retard, parfois. Et le 3e, c'est toujours dur ce genre de questions. Hein. 3e défaut, j'avais dit donc en retard, impatient, et le dernier, jamais satisfait, mais c'est bête, mais c'est vrai. Parfois, être jamais content, c'est vraiment un défaut. Vous en voulez toujours plus. C'est vraiment un défaut. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut aussi savoir s'apaiser, savoir contempler, prendre le temps. C'est quelque chose d'important. Et de vivre et de se définir uniquement par des objectifs n'est pas, je pense, la meilleure façon de vivre tout le temps. Donc c'est un vrai défaut, je pense. De ne pas être capable de se satisfaire de ce qu'on peut avoir. Mais en même temps, voilà. Mais j'y travaille, hein, je me soigne. Dernière question, laissez-moi cette fois, vous allez gagner dimanche. J'en suis convaincu. Pas parce que j'ai la foi du charbonnier, parce que je suis proche du terrain. On a construit une équipe, un projet, une vision qui correspond vraiment à l'attente des Levalloisiens, à savoir d'avancer tout en conservant l'existant. Moi, je me revendique comme représentant de cet héritage. L'héritage de Levallois, c'est pas un héritage politique, municipal, c'est un héritage de vie. On a vécu Levallois, on sait ce que ça veut dire être Levalloisien. Moi, je suis fier d'être Levalloisien. Et aujourd'hui, cette fierté et ce que cette ville m'a donné, je veux lui rendre. Et on a reçu depuis le début du second tour une foule de soutien, une tonne de soutien de Levalloisiennes et de Levalloisiens. Et franchement, ça fait chaud au cœur. J'en profite pour les remercier chaleureusement. Et on va continuer, on va rassembler cette ville, on va la réunir et on va lui offrir un nouveau cap, une nouvelle vision. Et le 28 juin, c'est le moment et on est prêt. Le temps est venu. Une toute dernière petite question en bonus. Agnès Potier-Dumas proposait la création, vous qui aimez bien le sport, d'un e-sport game à Levallois. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez proposer aussi pour les jeunes Levalloisiens? Ah oui, bien sûr, c'est quelque chose d'important, c'est une nouveauté à ajouter. Je pense qu'il faut le faire. Moi, je pense qu'on peut réaménager Marcel Cerdan dans ce but-là. Et une réflexion autour d'un réaménagement de Marcel Cerdan sur la même base de ce qui a été fait à l'Accor Hotel Arena, pour moi, me paraît assez intéressant.
Je vous remercie beaucoup, Ulysse Merci d'être venu. Bah de rien, merci à vous. Bonne chance pour dimanche. Merci beaucoup.